Madame Martine Hébert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. On parle évidemment de violon, on parle de folklore. On a parlé beaucoup de ce que vous avez fait, puis de ce que vous aimez. On va parler un petit peu des choses le fun. Vous avez deux filles. Oui, j'ai deux filles. Oui, âgées de... Aujourd'hui, une de 21 et 19 ans. Ah oui? Oui, Racontez-nous ça. bien sûr. Est-ce qu'elles sont intéressées au domaine de la musique? Bien, oui, il y en a une des deux là, que je suis quand même contente. Elle a pris la voie de la musique, la guitare. Elle prend des cours de guitare, puis Oui. elle joue dans un petit groupe de guitare. Ouais. Quel style de musique, quel genre de musique? Je dirais qu'actuellement, c'est plus du rock ou punk rock même, avec la ouais. guitare électrique et tout ça, là. Puis un Fait- peu de bass aussi. Ah oui, fait qu'on Ouais. parlait un petit peu tout à l'heure de la mère qui a fait un peu de délinquance en Ouais, ouais, ouais. partant du classique pour aller au folklore. Mm, Mais là, la fille fait un peu de délinquance pour partir du folklore puis s'en aller direct au rock. Mais exact. c'est Oui. intéressant. Malgré que ce que j'aime bien, là, c'est que elle a commencé à venir avec moi dans quelques sessions de jam pour Ouais. accompagner Ah oui. la guitare. Fait qu'elle s'essaye, elle n'est pas gênée, Ouais. elle essaye là, d'apprendre par elle-même. Là, puis un Ouais. jour, peut-être qu'elle prendra un petit cours juste pour la base des accords, mais Oui. euh, juste le fait de venir dans des sessions de groupe, c'est tellement... Ouais. il y a tellement de l'ambiance, puis c'est tellement joyeux. Elle vient avec moi, même si c'est pas nécessairement sa musique préférée, là, on s'entend, la Oui. musique traditionnelle, mais elle me suit. Donc, le phénomène se continue de génération en génération. Quand Oui. on parlait au début des entrevues que, bon, vos grands-parents, que vous, votre rêve, ça serait de continuer cette tradition-là avec... Et là, ben là, votre fille, mais c'est Ah, c'est merveilleux. merveilleux. J'ai Ben essayé oui. quand ils étaient jeunes, les deux, de les embarquer dans ma Ouais. folie du violon. Ouais. Mais ça n'a pas marché beaucoup, là. Ouais. J'essaie de leur montrer, mais je pense que quand c'est un parent qui montre à son enfant, je pense que c'est pas toujours évident. Si on passait par une autre méthode, par Ouais. les grands-parents, pensez-vous que ça pourrait être mieux? C'est dur à dire, Peut-être hein? que c'est dur. Mais par contre, dans les fêtes de famille, j'essaie Ouais. toujours de Les impliquer. les impliquer et les Ouais. inciter à jouer, là. Ils ont toujours un petit moment que chaque personne dans la famille qui a un petit talent là, va le, le démontre devant les autres. Je pense que c'est important aussi d'oser jouer devant les autres. On parlait un petit peu des connaissances que vous allez chercher dans des festivals ou des choses comme ça. Vous avez dit, hors entrevue, que vous avez fabriqué une carte du folklore. Ah Qu'est-ce que oui, c'est? oui, C'est ça? c'est vrai. Bien, j'aime beaucoup justement les sessions de jam, musicales, traditionnelles. Puis, Oui. c'était pas toujours facile, je trouvais, de savoir où c'était, à quel Oui. endroit dans chaque région là, de Québec. Oui. Puis les festivals aussi, je suis une personne qui fait beaucoup de camping l'été, puis c'est le fun de savoir s'il y a des festivals à quelque part pour y aller, tu sais, de pouvoir jouer avec d'autres personnes aussi. Le but, c'est toujours d'être en groupe, là, de jouer, de ne pas rester tout seul à la maison. Donc, j'ai eu l'idée de faire une carte sur Google qui indique tous les endroits où il y a des jams dans la province de Québec, des festivals, même là, de la danse, puis d'autres activités comme des camps ou des choses comme ça. Fait que c'est une carte qui est accessible pour tout le monde. Vous avez ça sur Facebook? Vous avez ça Oui, sur... il y a sur Facebook dans des groupes, puis il y a aussi sur le site de Québec Folklore. Oui. Donc, Germain Leduc, il l'a mis OK. sur le site Internet. Fait que vous êtes capable de le trouver là, mais c'est vraiment bien. Fait que si tu te promènes dans une région, tu peux regarder, qu'est-ce qu'il y a dans cette région-là pour le Oui. folklore, puis tu peux y aller. Et c'est pas nécessaire de participer. Vous pouvez être spectateur Bien aussi. sûr.
c'est Ouais, sûr. au début, on peut être spectateur, voir un peu comment ça fonctionne. Oui, parce puis- qu'il y en a qui sont gênés des fois. Oui. Surtout ceux qui commencent à jouer de la musique, Ouais. ben, sont gênés de jouer devant les autres parce qu'ils se trouvent pas assez bons. Justement, c'était comme moi au début quand je regardais Jacqueline Guérette qui jouait, je me disais, je suis pas assez bonne, mais ça donne le goût, ça Ben motive. oui, exact. Martine Hébert, un gros merci pour les entrevues, pour votre implication, puis félicitations aussi pour le désir de le montrer aux autres. Puis on se dit à la prochaine. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Mon nom est Martine Hébert, je suis violoniste et je suis accompagnée de mon ami Guy Paré et on va jouer le joual du Rapide Blanc. Monsieur François Dumas, bonjour. Bonjour, Bienvenue à l'émission. ça fait plaisir. François, vous êtes un violonneux, violoniste. Est-ce qu'on dit violonneux, violoniste? Ben, dans mon cas, on peut dire que je fais les deux. Ah oui? J'explique. Violonneux, c'est un homme qui apprend tout seul. Il ne sait pas lire la musique. Autrement dit, la portée, tous les symboles auxquels c'est rattaché, il joue seul. Il joue par oreille la plupart du temps. Le violonneux typique, comme on connaît, il va jouer le poignet comme ça. Puis bien souvent, le violon ou l'archet, la manière n'est pas nécessairement la meilleure. Le violonneux, c'est ça. Le violoniste, c'est la personne qui va lire entièrement la partition musicale. Et puis bien souvent, le mot violoniste est associé à la musique classique. OK. C'est ça. Deux mondes différents. Exactement, exactement. Deux mondes différents. Est-ce que les techniques, ça c'est intéressant, les techniques, est-ce qu'ils sont pratiquement les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'un violonneux peut faire du classique? Est-ce qu'un joueur de classique peut faire de la musique de violon? Oh, bonne question. Eh bien, disons que c'est... Pour le violonneux,
Puis là, quand je parle, mettons, on va dire les grands joueurs, là, c'est assez facile on peut débarquer du folklore facilement, là, puis faire d'autres choses. Quand on a la position de l'archet et de la main gauche du violon, on est capable moi, ça arrive, OK, je vais faire du semi-classique. J'ai fait du country bluegrass, d'autres styles. Fait que oui, un violonneux est capable de faire un autre genre de musique. Le violoniste, par contre, ils sont rares, ceux qui sont capables de se détacher de la feuille de musique. Autrement dit, si la musique n'est pas devant eux autres, là, la plupart ne sont pas capables de jouer. C'est ça. C'est plus du visuel à Exactement, ce moment-là qui se exactement. transforme en musique, si on peut dire. C'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce que, parce que justement des violonistes peuvent faire du folklore hors de la feuille, ça devient un peu de la délinquance, il doit y avoir un certain plaisir. Bien, c'est sûr que pour ceux-là qui sont capables de se détacher de la feuille, oui, c'est particulier, eux autres vont aimer ça, mais il y a toujours le petit côté du violoniste classique, un genre de musique, une dureté. Puis quand je dis dureté, c'est surtout du côté de l'archet. Il n'y a pas de souplesse. Un violonneux, le poignet va y travailler beaucoup, beaucoup. Un violoniste, c'est plus raide, beaucoup plus raide. Une certaine mécanique, si on peut dire? Oui, pour le violoniste, c'est machinal. Ils l'ont écrit comme ça m'a été montré comme ça, je le fais comme ça. Mais le violonneux peut rajouter de la couleur, des saveurs, oui, des ingrédients. Sa petite touche personnelle, on va dire, comme on dit dans le langage, des fions. Oui. Faire des fions. Il y a des techniques d'archet qu'on a dans le folklore que ça n'existe pas dans la musique classique ou dans d'autres styles. Ce qui fait que il y a des professeurs de violon à un moment donné qui m'ont dit je comprends pas ce que tu joues. Je suis pas capable de le faire. Ah oui. Donc c'est deux mondes. Carrément. Deux mondes qui peuvent quand même se côtoyer. Oui. Parce que, si on se souvient, avec Carignan, il avait fait avec André Gagnon, je pense, un disque, là, puis à un moment donné, il avait joué tous les deux ensemble. Oui. Donc, c'était une preuve que ça pouvait se côtoyer, là. Oui, parce que Carignan, qui était le plus grand violonneux du monde, puis on pourrait dire même violoniste, parce qu'il était capable de faire de la musique classique aussi. Ah oui? Puis dans le spectacle avec André Gagnon que tu parles, il y avait en vedette Yehudi Menuhin, le plus grand violoniste de musique classique au monde. Les deux ont joué ensemble. Puis ça, ben, on voit ça, on est capable de le retrouver sur YouTube maintenant. Les yeux de Menuhin quand il voyait jouer Carignan et ainsi de suite. Il y avait une admiration entre les deux. Qui partageaient entre eux. C'est ça, là. c'est ça. Exact. François Dumas d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait présentement avec son violon ou ses autres instruments? Disons que c'est toujours la même passion, le même engouement pour ça. Mais je gagne pas ma vie avec ça. Bon, qu'est-ce que François fait dans la vie? Maintenant, je suis esthéticien automobile. Oui. Je fais des remises à neuf. C'est ça mon travail. La musique passe au second plan, bien entendu. Mais par exemple, mes patrons non seulement sont très compréhensifs, parce que quand j'ai un contrat de musique qui se pointe, je vais leur dire d'avance, et puis ils me laissent aller. J'ai pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup des employeurs faire ça. Lui expliquer que j'ai un contrat de musique puis me laisser partir, j'en ai pas vu. Donc, vous avez un travail ici à Saint-Raymond. Oui. Et puis, vous avez des contrats de musique de temps en temps. Évidemment, à l'occasion. Oui, évidemment, la pandémie a ralenti les choses. Ah, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pandémie? Parce que là, vous aviez un peu plus de temps, si on peut dire. Donc, ça a été une pratique, une découverte ou... Disons que étant donné qu'on
on ne voyait plus personne. Oui. C'est sûr, grâce à l'ordinateur, puis FaceTime, ces affaires-là, on était capable de voir, puis de parler avec nos proches, nos amis, mais pas faire de la musique nécessairement. Ça, c'était peut-être le côté qui me manquait le plus. Puis mon épouse aussi, c'était la même chose, pas capable de voir personne. Fait que le côté social de la chose, on avait de la misère avec ça. Jouer pour nous autres, c'est bien beau, mais à un moment donné, on a le petit coup de pouce, le petit pushing là, qu'on a à jouer avec les autres, on ne l'avait pas. Le petit défi, si on peut dire. Exact. Vous avez mentionné quelque chose, François, votre épouse, qui est Marilyn Hardy. Oui. Vous êtes en couple. Oui. Donc, Marilyn joue d'accordéon. Oui. Évidemment, est-ce que vous jouez ensemble? Oui. Est-ce que vous faites des spectacles ensemble? C'est arrivé. C'est Ouais. arrivé. Maintenant, c'est plus rare. Puis comme tu as dit, la pandémie a tout changé les plans. Mais la semaine passée, on en a fait ensemble. On était invités chez des amis à Drummondville. Ouais. Et puis, non seulement elle a joué, mais beaucoup de plaisir. Ouais. Parce qu'il y avait un autre accordéoniste qui était là. Fait que c'est ça, le côté social bienfaisant de la chose, là, ça fait tellement de bien, ça se dit pas. Est-ce que vous avez recommencé après la pandémie? Est-ce que vous avez recommencé à avoir quelques contrats ou c'est plutôt des parties entre amis? Des contrats, j'en ai quelques-uns, notamment la semaine passée à Drummondville, entre autres. Mais c'est de longue haleine, ça va tranquillement. Je ne veux plus en faire beaucoup, dans le sens que, à cause de mon travail, tu travailles la semaine, c'est sûr que la fin de semaine, tu aimes bien ça être à la maison puis faire tes choses, te reposer. Mais de temps en temps, si le salaire est intéressant, oui, je vais y aller. Si on peut dire, François, un jeune regarde François présentement, puis là, il est fasciné, puis il regarde ça, puis il dit « Hey, wow, il est hot, ce monsieur-là. » Vous savez comment les jeunes parlent. Oui. Quel conseil qu'on pourrait donner à un jeune ou une fille qui voudrait faire du violon? Quel conseil tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, ben moi, je suis un jeune et je dis « François, j'aimerais ça, jouer du violon. Qu'est-ce que je dois faire? » Bon. Premièrement, c'est de ne pas se décourager des fois, juste la position de tenir un instrument, surtout le violon, c'est pas naturel de se mettre quelque chose ici, là. Puis ça ici, le bouton et la mentonnière, là, ça va... Dans l'ordre. Non, mais carrément sur la clavicule. Oui, OK. Fait que c'est la raison que des fois, on en voit qui vont mettre un support, un coussin d'épaule pour justement atténuer ce frottement-là. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a d'autres que ça va les fatiguer. Pas se décourager, surtout être très, très, très patient. Les difficultés qu'on va... Il y en a là-dessus, comme sur tout autre instrument. On va dire, comme on dit par chez nous, pioche, puis tu vas passer au travers. C'est ça. On va retenir ça, pioche, puis tu vas passer. François Dumas, violonneux, un gros merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Grondines. Alors, nous sommes chez vous et puis on parle d'harmonica. Et c'est intéressant. Là, on a parlé de l'historique de cet instrument. On a parlé un peu de la fabrication. Maintenant, on parle des techniques d'utilisation puis aussi des sortes d'instruments. On n'a pas parlé, il en reste un, je pense, une sorte là, que vous vouliez parler là, d'instrument, là, une sorte d'harmonica, là. Bien, en fait, c'est le plus commun. C'est le diatonique. C'est celui que j'enseigne parce que tous ces gros instruments-là, c'est pas très accessible. On parle de 2 000, 3 000 $.
Puis jouer tout seul dans son coin à faire des accords, il faut qu'on ait un projet d'harmoniciste pour que ça vaille le coup d'acheter ça. Ouais. Fait que des élèves comme ça, j'en ai peut-être... actuellement, j'en ai 2. J'ai 2 qui apprennent à jouer ça. Puis dans toute ma carrière, j'en ai eu 7. Fait que c'est pas quelque chose de très répandu. Tandis que ça, ici, le diatonique, que tout le monde connaît, le 10 trous, lui, c'est l'instrument principal. C'est de lui que je parle le plus. Puis c'est de lui que je tire toute la recherche que je fais actuellement, puis que j'ai toujours fait. J'en joue de façon chromatique, mais il est diatonique. À la base, il a 7 sons. Mais je viens en confère 12. Si on rappelle un peu à nos téléspectateurs, surtout nos nouveaux téléspectateurs, la différence très rapidement entre diatonique et chromatique. Le diatonique, c'est les notes blanches. On va simplifier ça en disant... Dans le milieu de mon instrument, j'ai toutes les notes. Si je m'en vais dans le grave, il va m'en manquer 2. Oh, j'ai pas de fa. J'ai pas de la non plus. Fait qu'il va me manquer 2 notes dans le grave, je dois les créer. Comment je les crée? Avec la bonne vieille technique du blues qu'on appelle le bending note. Le bending est apparu en même temps que les trains sont arrivés ici. Voilà, bizarre à dire, hein? Le bending note, c'est ce qu'on est habitué d'entendre dans le blues, l'harmonica qui pleure un peu, qui chiale. Quand la note tire vers le bas puis elle glisse comme ça, on appelle ça bend. To bend en anglais, ça veut dire tordre, étirer. Sur les guitares, quand on bend une corde, la note va monter. En harmonica, la note descend. C'est important de cacher ça. Ouais. Comment c'est apparu? Ben, au début du 20e siècle, fin du 18e, les trains ont commencé, et même un petit peu avant la fin du 18e, le train, c'était le moyen de transport par excellence. L'harmonica était arrivé aux États-Unis, il se vendait 5 cents à l'époque, une contrebasse valait 20 piastres. L'harmonica, 5 cents. Il y avait la guerre des sécessions, la guerre du racisme était finie, mais le racisme continuait. Fait qu'on engageait des Afro-Américains à travailler sur les voies de chemin de fer à bon marché. Fait il y avait quand même assez d'argent pour s'acheter des harmonicas à 5 à 10 cents. Ça coûtait entre 5 et 10 cents. Une fois ça fait, ils se sont mis à imiter les trains qui s'en allaient au loin. Ils ont incorporé ça dans leurs chansons. Un train qui s'en va au loin, ça fait quoi? Ça, cet effet-là a été repris et c'est devenu une technique. Si je l'exacerbe, puis je le fais une note à la fois, là, je suis capable d'avoir le son intéressant. Donc, dans le registre grave, il y a des bends qui sont apparus. Dans le registre du milieu aussi, des bends intéressants. Les trucs qu'on entend dans le blues qui sont super beaux, que notre oreille aime. Un peu plus tard, les bends dans les aigus sont apparus. Là, ceux-là, ils sont soufflés. Les bends que je parlais avant, ils sont tirés. On tire. Tandis que là, les 8, 9 et 10, les 3 derniers trous, on parle de bends soufflés. Ces notes-là, cette note-là existe. Si je la bend, ça va me donner un si bémol. Mon si bémol n'existe pas. Si je bend lui, c'est un sol. Ça va me donner un sol bémol. Je l'ai aussi. Donc, ce petit côté qu'on appelle légèrement cheesy ou humain, hein, ça rappelle la voix humaine. C'est ça que les gens aiment beaucoup en harmonica. Ça, c'est les premiers pas. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour parler des autres pas? Dans les années 60, il est apparu un gars dans le milieu de l'instrument d'origine juive. Il est encore vivant aujourd'hui, ce gars-là. Il est né en 51. C'est le plus grand virtuose de l'instrument. C'est la référence numéro 1. Il s'appelle Howard Levy. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, ce gars-là. Et c'est littéralement un virtuose. Et il a inventé une technique que j'enseigne
qu'on appelle, que lui a appelé overblow. L'overblow, c'est une autre technique que les deux techniques de bend que je viens de parler, la technique du bend aspiré, la technique du bend soufflé. Un peu plus tard, ben, l'overblow est apparu. Puis l'overblow, c'est un autre type de technique. C'est un autre type de technique qui provoque un son au début vraiment pas beau, qu'on doit embellir. Cet overblow-là, ça sonne un peu craqué. Ça sonne comme ça au début. C'est pas très beau, mais avec le temps, on est capable d'enlever cette friction-là. Là, je suis rendu capable, avec les bends et les overblows, de faire mon chromatisme complet. On vient au chromatisme. Fait qu'on se retrouve avec un instrument plein, complet, mais 4 techniques différentes à apprendre pour maîtriser son chromatisme. Après ça, on peut le considérer comme un instrument comme les autres. Monsieur Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. Avec plaisir.
s'appelait La Flambée Montalbanaise il y a, je pense de ça, 4-5 ans. 4-5 ans. Robert me lançait le défi. Il disait, hey, tu connais ça, Gus Viseur? Ah oui. Accordéoniste, Flambée Montalbanaise, tu connais ça? Non. Oui, non, oui. Ah, ben, je vais l'apprendre. Il y a quelques notes. Ouais, hein? Elle est assez difficile à jouer. Mais c'est vraiment bien. Je l'écoute. Bravo. Merci, les amis. Dinah? Nathalie, est-ce que tu es là? Vous êtes tous silencieux religieusement. Puis, yes, Nathalie puis moi avec Louise. Ah non, Louise n'est pas dans cette pièce-là. Et Nico. Désolé, Louise. On vous interprète une petite pièce des années 20. Un petit jazz des années 20. Un.
Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Merci. Gaétan, on a parlé beaucoup de la fabrication de base du tambour de Mayoche, tambour à Mayoche, et on est rendu maintenant à parler du support, autrement dit, là, ce qui tient la peau et le frame, si on peut dire. Ouais. Là. Alors, on est rendu là. OK. Dans l'émission précédente, on parlait du cadre de bois et de la peau, comment coudre la peau pour que la peau tienne sur le cercle de métal. Mais un tambour, on a ici que j'ai fait. Là, on a le cadre de bois qui est fait. La peau a été cousue sur son cercle de métal. Mais ce qui fait la particularité du tambour à Mayoche, de la région de Portneuf, c'est qu'il peut être accordable. En anglais, on dit tunable. C'est que si je desserre les boulons, les écrous papillons, la peau va se détendre parce que la peau peut remonter. Si je les serre, donc je donne un exemple, voyez-vous, le son monte. Voyez-vous, ça monte. Fait que là, on peut ajuster notre tambour sur une tonalité voulue. Mais ça prend des crochets. Puis comment qu'on installe les crochets, c'est que on met comme des petites équerres qui sont boulonnées après le cadre. On les voit ici, ils sont en métal. Puis ils sont virés à angle droit, puis il y a un trou dans la partie qui est virée à angle droit. Et ensuite, on se façonne des crochets avec une tige, à partir d'une tige filetée. Tantôt, on avait une tige lisse pour le support de la peau, mais ça ici, c'est une tige qui est filetée pour pouvoir insérer un écrou papillon puis serrer à la demande. Fait que la tige filetée, ben moi, les crochets, je prends une tige filetée, je détermine ma longueur. Encore sur le banc d'ici, je les crochis pour former un crochet. Une particularité que moi j'ai adaptée, c'est que des fois les crochets abîmaient la peau, mais je mets comme du plastique, je ne sais pas c'est quoi le nom en français. En électricité, là, puis en électronique, on peut mettre un shrimp. Oui. OK, mais c'est comme une matière plastifiée, caoutchoutée, que je rentre au bout, puis que je chauffe avec un allumette, puis qui fond dessus. C'est un plastique thermorétractable. Thermorétractable, c'est ça. Fait que là, on façonne nos crochets avec des petites tiges de métal. Ça, ici, ça fait plusieurs stocks à acheter. Ça, on achète du fer plat, qu'on dit, qui est mou. C'est un fer qui est plat, là, qui a peut-être une demi-pouce de large. Puis là, avec la scie à fer, on les coupe avec les longueurs voulues. Puis dans l'étau, on replie le bout pour que ça vienne ici. Ça va venir ici quand on a percé les trous, puis on a plié le bout. Puis ça nous permet... je vais mettre la petite tige filetée ici. Ça nous permet de se faire un crochet qui va venir tenir la peau dans ce sens-là, puis qui va venir s'appuyer sur le crochet. Puis avec l'écrou papillon, quand on serre, bien là, la peau, elle, le cercle de métal est un petit peu plus large que le cadre de bois. Fait que là, on serre. Fait que là, la peau, elle cherche à faire le tour du cadre de bois, mais à un moment donné, elle rencontre une résistance. Puis là, elle raidit. Puis on peut faire notre son. Est-ce que le nombre de crochets est important? Ça, j'ai pas trouvé de source théorique, mais le nombre de crochets est important parce que quand on l'accorde, on voit que il faut... c'est qu'on ne pourrait pas serrer seulement à un endroit. Ouais. C'est que ça répartit la force, ça répartit la résistance, puis ça va s'accorder plus rapidement. 7 ou 8 crochets. 8 crochets. Moi, ce que j'en ai déduit en regardant les vieux exemplaires, c'est que c'est une forme symétrique. T'sais. Quand on perce les trous, on commence par percer les 4 premiers qui sont en croix, comme une croix, vous voyez, là, tout de même. Puis ensuite, on positionne les 4 autres entre les 4 premiers. Oui. Puis en même temps, ça fait beau. Oui. Parce que quand on fait des instruments de musique ou de l'artisanat, n'importe quoi, on veut que ce soit beau aussi, tu sais. Est-ce qu'il y a
une manière d'entreposer ou de laisser à la maison notre tambour? C'est-à-dire que y a-t-il des températures? Y a-t-il quelque chose à respecter là-dessus? Mais ça, c'est une bonne question. C'est que quand on joue puis qu'on termine de jouer, il faut desserrer les écrous pour pas que la peau soit trop raide. Parce que les tambours à maillotche de la région de Portneuf sont faits avec des peaux animales. Puis les peaux animales, contrairement à la peau synthétique que je vous ai montré tantôt sur le tambour irlandais, ils réagissent à la chaleur, à l'humidité ou à la sécheresse. Fait que si je laisse le tambour serré, je le mets dans l'auto ou dans une maison que ça devient sec, la peau peut fendre. Puis il y a un autre détail que j'ai dans disons que j'en fais depuis 2005, là, on s'en va vers 2025. Ça fait comme 20 ans, mettons, que j'en fais. Un autre détail que j'ai observé, c'est que je ne l'ai pas fait encore, mais le prochain tambour, je vais le faire, c'est que le cercle de métal, on devrait le peinturer avec une peinture anti-rouille. Parce que quand on conserve, il y a des années, j'ai laissé mes tambours au sous-sol, puis l'été, l'humidité augmente, puis le métal réagit, fait de la rouille, puis ça réagit avec la peau. Fait que ça peut changer la couleur de la peau, même. Mais comme ici, j'ai un tambour que j'ai fait aussi, tambour plus grand. Mais ça, moi, c'est moi qui avais tanné la peau. Ça, c'était une peau de veau mort-né. Comme avant, les vieux, les anciennes en Portneuf, il y avait beaucoup de fermes. Fait qu'il y avait... puis tout était fait à la maison. Quand il y avait un petit veau qui venait au monde, que la vache avait son veau, puis que le veau mourait pour X raisons, il récupérait la peau parce que la peau est plus mince. On voit la main. Mais cette peau-là, moi, je l'ai tannée moi-même de façon artisanale. Probablement que mon tannage n'était pas parfait. Puis le fer a réagi à l'humidité, puis la peau a percé. Mais moi, c'est pas grave parce que je suis capable de recoudre une peau. Bon, justement, au point de vue réparation, vous pouvez faire une réparation. Bon, c'est probablement la peau qui doit briser le plus souvent. C'est la peau, oui. C'est la peau, hein? Ouais. Donc, tous Les ces peaux petits sont facteurs-là, les peaux sont sèches, les peaux peuvent Ouais. fendre. Ben, il y a tous des les peaux petits de facteurs. différentes qualités aussi. Tu sais, Ouais. si on parle de la peau, c'est que dans les premiers temps, quand il se faisait des tambours dans la région, les gens n'achetaient rien, tout venait de la ferme, hein? C'était de l'autosuffisance. Fait que là, ils ont mis des pots de veau mort-né. Après, comme M. Dubuc, moi, quand mon professeur, dans le fond, si on peut dire, mon mentor, Ouais. lui, il achetait des pots dans les tanneries commerciales. Dans les années 1900, aller jusqu'à dans les années 1990 à 2000, il y a eu beaucoup, beaucoup de tanneries au Québec. Mais la tannerie utilisait beaucoup de produits chimiques et de produits polluants qui rejetaient dans les rivières. Fait que là, maintenant, on a eu des normes environnementales. Fait que les tanneries ont fermé. Fait que là, présentement, c'est plus dur d'avoir une peau de vache ou une peau de veau, une peau de chèvre qui viennent d'une entreprise. Fait que c'est pour ça qu'on achète sur Internet parce qu'ils sont produits ailleurs dans le monde. D'accord. Monsieur Gaétan Morissette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Gaston Nollet de Trois-Rivières, bonjour. Bonjour, Denis, bonjour les auditeurs. Bien, bienvenue à l'émission. C'est super le fun et super gentil de Bon nous plaisir. accueillir. Monsieur Gaston, on parle de jeunes qui voudraient commencer à jouer de la musique, de jeunes qui voudraient là, se lancer là-dedans pour le plaisir, évidemment. Quels sont les ingrédients pour devenir un excellent joueur? Si moi je veux devenir un excellent joueur, ça prend Grande quoi? question. Grande question, question. Hein. Premièrement, le premier ingrédient qui est primordial, c'est l'amour de la musique et l'amour de l'accordéon, d'accord? Là, Oui. parce que c'est un son, l'accordéon qui est unique. Hein. C'est vraiment un son unique. Puis même l'accordéon diatonique, à tire-pouce comme on joue, En c'est un particulier, son unique
qui ne se retrouvent pas. Un joueur d'accordéon piano ne fait pas les mêmes mouvements, donc pas les mêmes. C'est pas la même dynamique. C'est pas l'accordéon chromatique, c'est pareil, c'est pas la même dynamique. Les accordéons chromatiques sont surpris de voir ce qu'on peut faire sur un rang, sur un mélodéon, comme on faisait tantôt. Là. Oui. Bon, comme on faisait dans l'autre émission. Bon, ben ça, c'est unique, l'accordéon diatonique. Donc on a besoin d'aimer ça, premièrement, très, très fort. Oui. Et puis, il faut être extrêmement tenace parce que c'est chaque jour devient... Il y a quelque chose qui devient plus facile, mais c'est jamais... Il n'y a jamais rien d'acquis. Aujourd'hui, moi, ça fait... J'ai commencé à 14 ans à jouer. J'en ai 71. 72. Ben oui. Et j'apprends des choses tous les jours encore. Ça, c'est... Puis je pense que ça, c'est un secret de jamais prendre pour acquis qu'on est rendu quelque part. On veut toujours avancer. Moi, je crois que j'ai toujours voulu devenir un bon musicien avant de devenir un bon accordéoniste. Ça, c'est très, très important. Et puis, un n'empêche pas l'autre. Au contraire, c'est plutôt complémentaire. Oui. Et puis, ça c'est... faut jamais négliger de la pratique, évidemment, ça prend... Jean Carignan disait que pour pratiquer une pièce, jamais en bas de 50 fois. Il n'y a personne qui fait ça. Oui. Mais Jean Carignan disait ça. Et je crois que lui doit l'avoir fait de la façon qu'il jouait, parce qu'il était exceptionnel. Là. On en parle, la pratique, M. Nollet. La pratique, justement, les occasions de pratique. Exemple, on est des jeunes, on va dans un petit camp dans le bois pour prendre la liqueur et toutes sortes de choses, et on a des instruments de musique. Est-ce que, d'après vous, ça devient une bonne pratique, ça, les parties entre amis? Ainsi? Le partage de musique est la plus belle chose au monde. Oui. Le partage de musique, la musique, c'est beau. Quand c'est partagé, c'est magnifique. Donc, oui, de pratiquer entre copains, oui, ça c'est certainement un moyen exceptionnel premièrement, d'avoir le goût de continuer, puis de vouloir apprendre encore plus. Parce que chacun a quelque chose à montrer à... Le joueur qui commence à jouer peut nous montrer quelque chose de très intéressant. J'ai remarqué ça depuis 40 ans que j'enseigne l'accordéon, qu'il y a il y aura encore toujours quelque chose à apprendre de tout le monde qui joue. Donc, un élève peut vous avoir une question piège, et cette question-là, il faut vous trouver la réponse. Ça arrive, oui. C'est là le défi, là. Et les réflexes, développer des réflexes, les réflexes sur l'instrument. Comme là, j'ai travaillé pour Réseau Folklore, d'enregistrer une pièce qui s'appelle La canne du Père Noël. C'est un morceau qui vraiment est joué par quelqu'un qui était de Baie-Saint-Paul, et puis qui dérangeait mes réflexes à moi, là, si on veut. Oui. C'était un beau morceau, c'était comme un genre reel, mais c'était pas les réflexes que moi j'aurais eu pour les jouer. Donc, j'ai dû l'enregistrer, je l'ai enregistré pour le Réseau Folklore. Ça apparaît dans la page Facebook YouTube de Réseau Folklore, c'est des capsules de... dans chaque la revue Folklore, je vais vous montrer. Oui. La revue Folklore, d'ailleurs, ça, c'est la revue de septembre-octobre 2021. C'était moi qui étais la tête d'affiche. Oui. Bon, donc là-dedans, il y a évidemment plein il y a toujours une pièce musicale, et des fois, il y a un conte, il y a des danses calées, là, écrites. Donc, c'est un outil. C'est un outil extraordinaire. Oui. Et puis, chaque mois, il y a une personne... Puis, sur YouTube, où je voulais emmener, c'est que les pièces qui sont dedans sont enregistrées audio, en MP3, et sont sur le site de Réseau Folklore. Vous pouvez trouver ça facilement. Et puis ça, c'est vraiment fantastique. Et puis là, dans ce mois-là, il y avait plein de photos de moi avec toutes sortes de monde, des gens que j'ai adoré jouer avec et accompagner en musique et tout ça. Et aussi, maintenant, j'ai enregistré cette pièce-là, qui est... c'est-à-dire que j'ai inscrit
sous les notes, les pousse et les tire, parce que le réseau met la pièce audio, met la pièce en notes, et met la pièce pour le violon, là, avec les touches de violon, et marque aussi une partition pour l'accordéon. Le seul hic, c'est que la pièce est en sol. Donc, il faut penser que l'accordéon, il faut jouer ça sur une rangée de sol. Oui. Parce que, par contre, avec le doigté de l'accordéon, on sait, toi puis moi, que si je la joue en ré, je joue les mêmes boutons qui sont poussés-tirés, on ne regarde pas les notes, on joue en ré. Exact. C'est la même pièce, on joue en ré. C'est la même mécanique. Mécanique, c'est ça. Exact. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour les joueurs et c'est intéressant pour apprendre aussi parce que il y a l'audio, la musique et le notage violon et le notage accordéon. C'est extrêmement intéressant. Donc, si on parle de pratique, cela devient justement un outil pour pratiquer, pour apprendre et solidifier notre talent, si on peut dire. Solidifier le talent, oui, et mettre le point sur quelque chose, un questionnement qu'on pourrait avoir en écoutant la pièce. Oui, exact. Le tire-pouce peut facilement nous aider. Un passage rapide, bien, des fois, on entend beaucoup de choses, mais c'est quoi qu'il a fait au juste, là? Oui. Gilles Paré, là, quand j'étudiais, quand j'enlevais le pivot de mon petit enregistrement, là, puis qu'il faisait des triolets, puis ça, là, quand j'enlevais, quand je tombais à la moitié de la vitesse, là, je pouvais comprendre mieux qu'est-ce qu'il faisait. Donc, l'oreille devient un outil de travail qu'on peut développer, l'oreille. Moi, je pense qu'on devrait encourager énormément le travail à l'oreille. Oui. Par contre, les outils pour nous aider sont intéressants. Oui. Parce que l'oreille, ça se bâtit, ça se... C'est un apprentissage. Oui. L'oreille, c'est comme l'apprentissage des sons. La même chose qu'on le fait avec l'apprentissage de la mécanique, l'apprentissage de parler quand on était plus jeune, l'apprentissage de marcher. Donc, porter attention à. C'est-à-dire, on porte attention, on développe l'oreille et l'oreille devient plus sensible, plus solide. Oui. Et là, on enregistre plus profondément dans la mémoire. On peut décortiquer plus. Oui, absolument, absolument. Là, on a ce qu'il faut pour devenir de bons joueurs. Oui, un bon joueur, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais de penser qu'il peut plus apprendre. Hein, au départ, c'est ça. Qui aime ça assez pour être tenace, pour continuer. Et qui va, mettons, aller chercher se tenir avec des gens qui sont souvent meilleurs des fois que nous autres, et puis qui vont nous apprendre. Puis encore là, je le disais tantôt, on apprend même de celui-là qui est meilleur pour montrer, là, il va apprendre quand même de l'autre qui apprend. C'est ça qui est intéressant. Chacun va évoluer dans son niveau. Dans son niveau. Le professeur, il va continuer à évoluer. Et puis je crois que, comme professeur, on doit toujours encourager le fait de comment je pourrais dire, donc, il faut que se sente capable, que l'élève se sente capable de faire plus, et plus, et plus, et plus, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Parce qu'il n'y a pas pas de limite. jusqu'à demain, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il n'y a aucune limite en musique. Aucune limite. C'est Aucune infini. limite. Je suis sûr que c'est pareil pour toi. Chaque jour que tu joues quelque chose, à un moment donné, tu trouves un petit détail qui ne t'avait pas encore passé, là, qui n'avait pas passé sur ça. Donc, c'est jamais fini. Jamais. Merci. Ça fait plaisir.